Hebdo Show se poursuit, mesdames et messieurs. Place tout de suite à Face à l'info. Vous l'aurez remarqué, Narim Nzekar nous a rejoint autour de la table. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ces quelques images. Vincent Bolloré, il est procédurier. C'est sa façon de faire taire les gens, et les journalistes en particulier. Les citoyens devraient pouvoir avoir accès à ces enquêtes et de fait, aujourd'hui, ils en sont privés. Contre la liberté de la presse spécifiquement, c'est des témoins privilégiés de ces méthodes. Je ne pouvais pas accepter de me taire en fait. Résultat, je suis une des seules à pouvoir témoigner librement. Le problème, c'est qu'en achetant le silence des journalistes, il empêche la population d'être informée de ce qui se passe. Donc il prend en otage la démocratie. Ça va pas être seulement le JDD, ça va pas être seulement Canal+, ça va être toutes les sociétés qui appartiennent au groupe Vivendi, plus toutes celles qui appartiennent au groupe Lagardère. On ne peut pas transiger, on ne peut pas négocier sur tout. Et notamment, on ne peut pas négocier sur la liberté d'expression. On peut rien dire, en fait. On est complètement muselé, ce qui est quand même fou pour des journalistes. De toute façon, si tu signes pas, je te harcèle, je te vire sur une faute imaginaire, tu sors sans rien, tu n'auras peut-être même pas le chômage et va au prud'homme, au revoir, à dans 3 ans. Je suis capable de m'asseoir sur toutes les lois qui protègent les salariés et qui protègent les journalistes. Donc, ayez peur et taisez-vous. Voilà, mesdames et messieurs, la liberté d'expression en France, vous l'avez bien vu, vous l'avez entendu, Vincent Bolloré achète le silence des journalistes et empêche les Français d'être informés. Un commentaire, Mehdi. Écoutez, tout le monde sait que CNews est une chaîne de caniveau avec comme en tête les fake news à répétition. On l'a plusieurs fois montré sur ce plateau à travers Neriman et sa chronique que c'était une chaîne où fake news sur fake news se succédaient et où elle avait 2 ou 3 sujets favoris. En premier lieu, l'Algérie, en deuxième lieu, l'islam et en troisième lieu, l'immigration. Que c'était une chaîne qui était dirigée par un homme avec une idéologie très spécifique pour le rayonnement du christianisme. Donc ça, écoutez, il fait ce qu'il veut avec sa chaîne, tant qu'il ne rentre pas dans les fake news, ça c'est un autre problème. Maintenant, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que je pense que Vincent Bolloré et son groupe médiatique sont en train de contaminer un peu aussi certains médias publics. Et moi, c'est ça qui me déplaît, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que certains médias publics commencent à prendre exemple sur la désinformation que fait le groupe Bolloré à travers ses chaînes d'information et ses relais d'information, que ce soit sur papier, à la radio ou à la télévision. Et il faut faire très très attention, parce que quand c'est des chaînes publiques, on touche à l'État, et quand c'est l'État, ça veut dire qu'il y a un courant contraire aux beaux appareils diplomatiques qui sont en train d'être faits successivement. Donc d'un côté, on a un appareil diplomatique qui dit qu'il veut discuter, d'un autre côté, on a des chaînes publiques, d'après ce que je comprends, qui commencent à un peu s'extrême droitiser. Donc voilà, moi je trouve que c'est très très dangereux d'aller sur cette pente-là. Voilà. La chaîne CNews, Mahdi, et c'est le Mediapart qui le dit, c'est une enquête très intéressante. Comment l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation de l'audiovisuel en France, a fermé les yeux sur les dépassements de cette chaîne. D'ailleurs, le journaliste Younes Abzouz de Mediapart qualifie la chaîne de CNews de chaîne délinquante parce que c'est la chaîne qui a été la plus réprimandée en France, avec 24 réprimandes de la part de l'ARCOM en 6 ans. Mais ces 2 dernières années, cette chaîne échappe au contrôle de l'ARCOM parce que Vincent Bolloré, qualifié par le même média de catho-identitaire, fait pression donc sur les membres de l'ARCOM. D'ailleurs, dernièrement, un dérapage qui a fait scandale en France, évidemment, on va tout faire pour l'étouffer, c'est Pascal Praud, qui est un journaliste raciste et qui intervient chaque matin sur cette chaîne du milliardaire Vincent Bolloré, et qui a parlé de la manifestation des agriculteurs, et il disait « les gens en face semblant ». C'est pas facile pour les policiers. Ils sont obligés de s'interposer avec des gens qui partagent parfois les mêmes convictions et les mêmes origines. C'est des propos évidemment racistes, mais qui n'ont suscité pas de réaction de la part de cette autorité censée défendre l'éthique journalistique en France. Alors en plus de cette désinformation, donc de ces médias du groupe Bolloré, il faut vous dire également que le groupe Bolloré cautionne les agissements de certains de ses présentateurs. Je pense notamment à Jean-Marc Morandini qui a été condamné dernièrement. Pardon, Mehdi ? Ah oui. Oui, voilà, qui a été condamné donc pour corruption de mineurs pour des messages de nature sexuelle envoyés à 3 adolescents entre 2009 et 2016. Et au lendemain, on retrouvait Morandini sur CNews et la chaîne qui dit « Il n'est en contact avec aucun mineur à CNews et ce depuis très longtemps ». Donc en fait, pour eux, c'est
ça justifie le fait qu'il Circuler, y a soit rien à toujours voir. à l'écran. Non, Exactement. non, circuler, il n'y a rien à voir. J'ai un pédophile qui est au fichier des pédophiles européens, parce que quand tu es condamné définitivement pour corruption de mineurs, tu es dans un fichier européen de personnes qui ont été condamnées pour pédophilie. Et tu as un présentateur qui est chez nous et qui est un pédophile, donc reconnu par la justice Et on l'assume en première instance et en appel. Et tu le laisses normalement donner des informations un peu partout et essayer de diriger l'opinion française. Donc je trouve ça, moi, personnellement, tout à fait dégueulasse, parce qu'il y a des personnes qui ont été virées de certaines chaînes d'information pour 3 fois rien, alors que cette personne est normalement à l'antenne en direct et qui peut continuer à jeter l'opprobre sur tout et n'importe quoi, alors qu'il n'est qu'un pédophile. Donc, C'est le groupe pour moi, il n'y a pas plus grave sur cette terre qu'être un pédophile que de toucher à des enfants. Ben voilà, et il est en direct sur CNews. Donc bravo à la chaîne CNews d'avoir un monstre de cet acabit-là dans ses salariés. C'est une illustration de plus des dérives outrancières du groupe Bolloré-Faissal. Oui, mais le groupe Canal+ assume sa décision. Je note seulement que les syndicats de journalistes ont dénoncé cette mesure parce que c'est du jamais vu dans l'espace médiatique. Je pense que c'est un fait unique dans l'histoire des médias, l'histoire contemporaine des médias, de laisser un délinquant sexuel, parce qu'il faut qualifier ainsi, c'est la justice française qui le dit, ils le mettent en antenne, et le groupe Canal+, qui appartient au groupe Vivendi, donc de Vincent Bolloré, assume sa décision, et ça dénonce effectivement d'une dérive totale de ce groupe qui tentera, comme disait Mahdi, de contaminer d'autres médias. Évidemment, il y a des résistances. Vous avez des médias comme Radio Nova ou France Inter ou un peu le journal Libération et l'Humanité qui essaient de défendre ce qui à défendre dans le domaine journalistique, mais il y a effectivement dans certains médias publics, notamment France Info, des gens qui reprennent le même discours que ceux qui développaient par Pascal Praud et les autres sur CNews. Ce qui est important à rappeler aussi, c'est la liberté d'expression elle-même. On l'a vu dans le sujet de RSF, Représentation Frontière, où la liberté d'expression française est en péril, puisque cette occultation de l'information fait qu'on contrôle mieux la population, et d'ailleurs, on la manipule mieux. C'est ce qu'on voit en fait aujourd'hui, cette dichotomie entre un discours officiel, notamment de l'État français, et des plateformes médiatico-politiques qui, eux, vont dans l'autre sens. Ils font même dans la surenchère, je dirais à des fins, bien évidemment, et des calculs bien étroits, propres à eux. Donc, et puis, surtout quand je vois l'affaire de Morandini, il faut aussi mettre en perspective qui est le ténor, qui se tient derrière, qui a les passe-droits. Puisque je rappelle que même RSF a déposé plainte contre Morandini, que l'ARCOM récemment a été justement épinglé sur cette, je dirais, régulation sous crise, crise aiguë en France, et qui est une régulation faible contre les forts. Donc c'est les puissants finalement qui décident la scène médiatique de la France et qui décident quoi informer, quoi désinformer. C'est très grave ce qui se passe en ce moment en France par rapport sur cet aspect. Et ce qui est plus grave, encore une fois, c'est qu'un récidiviste soit aujourd'hui conduit. Et c'est là où ça m'amène à cette, je dirais, asymétrie de réputation. C'est-à-dire, on bannit certains et on maintient et même on soutient et on réconforte d'autres figures utiles, notamment à la rhétorique, utiles à la ligne éditoriale, utiles au narratif, notamment de cette classe d'extrémistes. Et on en a banni certains parce qu'ils ont osé soutenir la Palestine, par exemple, par exemple, de ce qui se passe en Palestine et d'oser dire le mot génocide. Parce que quand tu défends la Palestine, tu es automatiquement catégorisé. Ensuite, si tu dépasses certaines informations et tu ouvres la voie à des vérités qui ne plaisent pas, tu es mis de côté. Quand tu attaques certaines disparités, tu es mis de côté. Tu es muselé. Mais quand tu es pédophile, tu es à l'antenne. Je reviens sur la notion d'utilité, c'est-à-dire l'utile, on le maintient. C'est-à-dire celui qui est là pour réconforter la rhétorique, lui par contre, on lui donne des tribunes. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, regardez, tu vas en rire, Jafar, sur CNews, notamment. Jafar. Akhenaton. Akhenaton, par exemple, qui maintenant il se substitue à un certain Chelromi pour prêcher la bonne foi, la bonne parole, notamment celle de CNews. Oui, c'est vrai. Et oui, vrai. Ce qui est aussi frappant, moi j'ai vu dans le reportage, c'est cette phrase qui tombe comme un verdict à l'égard des journalistes travaillant sur CNews dans ces groupes racistes.
ayez peur et taisez-vous. Oui. C'est-à-dire, nous faisons ce que nous voulons. C'est la terreur. Oui, c'est-à-dire ni éthique, ni professionnalisme, ni charte de Munich, comme dirait notre cher Faisal. Encore moins le fait de laisser donner cette pseudo-liberté d'expression pour les journalistes. Donc nous sommes vers un conglomérat de chaînes et de groupes qui ont décidé de faire du mensonge et de faire la promotion des pédophiles et tout ce qui est immoral. Donc c'est ça qui est frappant. Moi je vais te dire une chose, que ça soit un groupe privé, on connaît, on le sait, et on a l'habitude maintenant, surtout avec des groupes comme ceux-là, détenus par des milliardaires. Moi, ce qui me dérange, c'est que le domaine public de l'information commence à être contaminé de façon très importante. Et c'est ça qui est très inquiétant. C'est que maintenant, on a des télévisions, des journaux qui sont payés par les impôts des Français et qui commencent à se droitiser très fortement, voire devenir extrêmes. C'est pour brasser du lectorat. Exactement, et pour brasser du clic et pour brasser des vues, exactement. Et c'est ça que je trouve, la dérive est très, très dangereuse. C'est très dangereux. Maintenant, il y a certaines parties qui pensent qu'en faisant ça, elles reprendront leur place peut-être d'anciennes colonies ou je ne sais pas moi, d'anciennes puissances occupantes. Je pense qu'il serait vraiment temps en 2026 que certaines certaines parties commencent à comprendre que le temps de la France-Afrique est révolu et que maintenant les pays sont indépendants et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir l'aval des chaînes de médias françaises ou européennes pour savoir s'ils sont dans la bonne direction pour le développement de leur pays. Et on l'a souvent dit sur ce plateau, messieurs et madame Narimen, le groupe Bolloré s'est également illustré par son torpillage de tout rapprochement entre Alger et Paris-Badis. Ah oui. Tout à fait. D'ailleurs, je reviens sur cette interview de Romaté, notamment sur RFI. L'ambassadeur de France en Algérie, qui évoque effectivement un canal. Un canal pour moi n'est pas une vision, c'est un outil de gestion de crise. Puisque effectivement la France a plus besoin de l'Algérie, tant sur l'aspect sécuritaire que d'autres aspects. Mais encore une fois, entendons-nous sur une chose très importante. La diplomatie n'est pas un meeting de campagne. Et tant que nous avons ce nœud gordien qui est celui de l'écart entre le discours officiel et cette plateforme ou cet écosystème médiatico-politique notamment porté par un Bolloré et pas que, nous aurons toujours cette différence de son, cette différence d'approche. Et c'est pourquoi je pense qu'à un moment donné, il faut une certaine discipline d'État, à savoir une cohérence, à savoir une réciprocité, mais surtout à savoir un respect et une cohérence avec le discours officiel et peut-être, pourquoi pas, aseptiser, pourquoi pas apporter une certaine, je vais être un peu fort, une hygiène médiatique, notamment de la France et de sa scène médiatique, pour pouvoir privilégier, favoriser un dialogue d'égal à égal, un dialogue d'État à État et non pas d'État vers des justement, à travers cette interview accordée par Romaté, on n'a pas vu d'égal à égal. Mais qu'est-ce qu'est en train de faire actuellement le groupe Bolloré? Moi, je vous le dis, le groupe Bolloré est en train de créer, entre guillemets, je précise, parce qu'on est sur un domaine de l'information, des monstres d'extrême droite politique pour pouvoir gouverner le pays. Ils ont créé des De Villiers, ils ont créé des Zemmour, ils sont en train de créer maintenant Sarah Knafo et ils sont en train justement de lancer la chose pour essayer de se, on va dire, positionner sur l'échiquier politique. C'est uniquement pour ça. Bolloré, il n'en a rien à foutre d'avoir ses chaînes. Il ne gagne pas d'argent avec ses chaînes. Il veut absolument gagner sur le domaine politique. Pour revenir à Romaté rapidement, Noured, Romaté a parlé avec un langage peu diplomatique. Il parle des exigences de la France. Il demande à ce que la coopération sécuritaire et consulaire reprenne. Et il critique la loi sur la criminalisation de la colonisation. Il dit qu'il n'y aura pas de l'Algérie et de la France. On ne va pas aider l'Algérie à renégocier l'accord d'association. En fait, il conditionnait finalement la reprise de relations. Ce n'est pas du tout un discours d'apaisement, c'est un discours agressif. La discipline d'État. Absolument, discipline d'État. Il ne faut pas confondre entre diplomatie et un meeting de campagne. Absolument, je suis d'accord. Les élections approchent, attention mes amis, tout le monde est en train de se positionner là-bas. Exactement, merci messieurs, merci beaucoup. On passe tout de suite à des Showtime.
Et des Showtime, c'est avec vous, Narimen Zekar. Bonsoir. Bonsoir, Noël. Désolée pour l'attente, Narimen. Alors, vous avez des dossiers sur la CAN 2025 pour nous. Alors oui, je vous propose ce soir de parler que vaisselle, parce que cette CAN 2025, c'était pas une compétition, mais plutôt une brocante de casseroles, et il y en a eu pour tous les goûts. Mais quelques-unes nous ont tapé à l'œil. On commence par celle-ci. Il y a quelques jours, un site marocain domicilié en Belgique et bien sûr financé par le Merzen, DM Sport, a sorti un classement des erreurs d'arbitrage de la CAN 2025 pour expliquer, parce qu'apparemment, ils ont senti le besoin de se justifier, que le Maroc serait la deuxième nation la plus lésée avec 15 erreurs. Quelle blague. Alors déjà, précision importante, ce site, c'est ni la CAF, ni la FIFA, ni une commission d'arbitres, c'est juste un site, donc en aucun cas une source fiable, un peu comme si demain, moi, je sortais un classement des meilleurs arbitres de la CAN depuis mon salon. Et pourtant, ce classement a été relayé par beaucoup de médias marocains pour tenter de le crédibiliser, sauf qu'on ne sait pas qui a compté, comment et avec quels critères, quels outils. Rien de cela n'a été précisé dans leur article. Il n'y a pas donc de méthodologie, pas de rapport, pas d'experts indépendants. En gros, c'est un classement sans VAR qui est apparu au moment exact où la CAN 2025 était secouée par des décisions arbitrales scandaleuses, des polémiques en cascade et des soupçons de corruption qui font plus de bruit que les supporters. Eh bien, désolé DM Sport, mais oups, c'est raté. Parce que soyons sérieux, cette édition restera quand même comme la plus controversée, la plus confuse et la plus embarrassante de l'histoire récente. Et ce classement bricolé n'y changera rien. Alors, Next Casserole, vous avez sûrement dû voir ces extraits qui ont fait le tour ces dernières 24 heures sur les réseaux sociaux. Le scandale des serviettes. Hier, pendant la finale Sénégal-Maroc, vous avez dû le remarquer, il pleuvait des cordes et le gardien sénégalais Edouard Mendy avait donc besoin de serviettes pour sécher ses gants, essuyer son visage et y voir plus clair. Et là, scène surréaliste comme on le voit sur les images, le deuxième gardien sénégalais Yehvan Diouf a tout fait pour protéger la serviette de Mendy convoitée par les ramasseurs de balles. Il a même été projeté sur le sol et traîné sur la pelouse alors que le match était encore en cours. Ce qu'on appellerait de l'anti-jeu pur et simple. Ils étaient donc plusieurs à courir derrière lui. On dirait presque une scène de cartoon, hein, ça en dit long, sur le supposé fair play que revendiquent les Marocains. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, je vous propose de jeter un coup d'œil à cet extrait. Une vidéo amateur montre la réaction du président de la FIFA, Gianni Infantino, lorsque Brahim Diaz a raté son penalty. Et sa réaction veut tout dire. Je vous laisse regarder. Alors, vous l'avez vu, il ne réagit clairement pas comme un dirigeant neutre, il réagit comme un supporter qui a été touché en plein cœur. Ça se voit que ça lui fait mal. Alors, visage fermé, déception visible. Ah, par contre, petit rappel utile pour Gianni Infantino, le président de la FIFA est censé être impartial, mais bon, quand on voit on voit à la fin qu'il bloque sa réaction, mais c'est trop tard. En tout cas, nous, on comprend mieux pourquoi cette CAN 2025 était un véritable canular, pour ne pas dire catastrophe. Et puis, j'aimerais aussi finir sur une information qui va nous faire du bien à toutes et à tous. C'est celle de ce classement New York Times, le New York Times qui a classé la ville d'Oran dans son top 10 des 52 destinations à ne pas rater pour 2026. En tout cas, ce n'est pas une surprise pour nous. Elle ne s'appelle pas Oran el-Bahia pour rien. Oran, donc une ville magique qui allie patrimoine, culture, mer, ville préférée de Mehdi Reza. Voilà, la ville... Ah oui, ville préférée de Mehdi. Tlemcen et Alger, moi, Tlemcen et Alger. Et Oran, alors. J'aime beaucoup Oran, mais voilà, de par mes origines, Tlemcen et Alger. Oran a un charme unique, Faisal. Absolument, on voit la Santa Cruz sur les hauteurs du mur Jajo. À Oran, effectivement, Oran est une ville méditerranéenne. Elle a d'ailleurs abrité les Jeux méditerranéens en 2022. Qui se sont très bien passés. Il y a aussi très bien passés, avec un arbitrage qui respectait les règles. Magnifique, un public magnifique. Rien à voir avec cette CAN 2025. Et personnellement, j'avais couvert cet événement et j'ai vu des sportifs venus de Méditerranée qui marchaient dans les ruelles d'Oran, qui visitaient le port espagnol sur les hauteurs d'Oran avec l'aréna. C'est une ville où il y a beaucoup de choses à visiter dans ce classement
investissement largement mérité. Je connais bien Oran, parce que bon, je suis algérien de naissance, mais ma deuxième ville préférée d'adoption, c'est Oran. De par son potentiel sur le tourisme, de par ses infrastructures, elle s'est énormément modernisée. Dans le fait qu'il y a un quartier que j'adore beaucoup, c'est Aqid Lotfi. Et bon, pour les anciens, ça s'appelle Fernandville aussi. Et c'est le centre d'attraction d'Oran. Et puis on voit les parcs qui ont été construits, notamment sur la Franche-Maritime. Le logement est moins cher qu'à Alger. Il est très attrayant. Et surtout, on s'y plaît. Il y a moins de stress. Alger plus stressant en termes de circulation de trafic. Pardon ? Un charme unique à Oran. Absolument, c'est une ville formidable. Et non pas simplement la ville, même les environs, quand on va à Canastel. La côte d'Oranaise. Oui, la côte d'Oranaise. On peut aller vers la région d'Arzeu, en passant par Gdiyel et tout. C'est une ville extraordinaire. Moi, je l'adore. Et en plus, on est très bien accueillis dans cette ville. C'est vraiment... j'y vais presque en pèlerinage. Voilà. On se souvient des Jeux méditerranéens qui ont été organisés à Oran. Oui, et ça a attiré beaucoup de Méditerranéens, d'athlètes, leurs familles sont revenus à Oran grâce à ces Jeux, parce qu'ils ont aimé la cuisine d'Oran, ils ont aimé le public d'Oran, ils ont aimé Place d'Armes qu'on voit à l'image, c'est l'ancienne mairie commune d'Oran, le théâtre régional Abdelkader Aloula qui est à côté, l'aréna d'Oran, les restaurants qui sont sur la côte, la région de Aïn Tark, le mont Mourjazou. Donc il y a beaucoup de choses à visiter, on ne s'ennuie pas du tout à Oran. Et donc je pense qu'il y a énormément de restaurants choses à dans visiter, la ville, de restaurants, de lieux, de culturels, etc. Surtout au centre-ville. Et les restaurants maintenant se varient. Toutes les cuisines, on les trouve à Oran. Et il y a une véritable promotion de la cuisine locale. Donc si vous voulez découvrir la cuisine oranaise, il faut y aller. Moi, j'aime beaucoup. Donc on a plusieurs plats, donc je ne vais pas les citer, parce que c'est une liste énorme. Mais en même temps, la ville attire par son charme, certes. Et moi, je la trouve, je vous ai dit, moins stressante qu'Alger. Alger, c'est surtout pour le trafic. Et surtout le fait que le logement est vraiment pas cher à Oran, que ce soit pour l'hébergement ou pour passer du temps. Donc Oran est l'idéal il y a beaucoup d'Algériens qui viennent là-bas de toutes les wilayas du pays. L'été, elle devient vraiment l'attraction. C'est le deuxième Paris en termes de fréquentation. Et c'est vraiment beau. En tout cas, c'est super promotion. Voilà, super promotion pour cette ville d'Oran. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis ce soir. Merci à vous tous d'avoir été là autour de la table. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h. Thank you.